Actuellement, une femme politique vient de voir toute possibilité de se présenter aux élections présidentielles invalidée, toute possibilité devenue impossible, à moins qu'il y ait un retournement de situation dans les jours ou dans les mois qui suivent. Et à la suite de cet emballement médiatique, chacun y va de son discours partisan. Il y a les pour, il y a les contre. Est-ce qu'une personne qui pèse 15 millions d'électeurs peut se soustraire à une décision de justice? Alors on nous avance des arguments, même de membres éminents du Conseil d'État, ceux qui sont là pour veiller au respect de la Constitution, c'est-à-dire de la loi de la loi. Les plus hautes instances même se prononcent en disant que la décision de justice en question n'est pas légale, etc. Donc il y a une querelle sur l'application de la loi au plus haut sommet des omniscients du droit. Alors, parmi toute cette ébullition médiatique, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui a dit « Nous sommes égaux face à la loi ». Alors, c'est ça qui m'a fait réagir et c'est ça qui motive ma vidéo. Alors, bon, ceux qui me suivent savent que j'ai à répondre au pénal de faits supposés. Ceux qui me connaissent savent de quoi il s'agit, puis ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il y a toutes les vidéos que je vous invite à regarder, voilà, que j'ai faites depuis le mois de novembre dernier. Alors, ça fait 1 ou 2 jours que cette idée de vidéo me trottait dans la tête et je cherchais un script, une façon de l'aborder. Et plutôt que de faire comme tous ceux qui s'expriment médiatiquement, d'y aller d'un petit discours narcissique et partisan et intéressé, j'ai décidé de m'appuyer sur le Saint Graal, d'aller aux sources de la source de la source, qui est le code pénal. Bon, j'aurais pu prendre le code civil, j'aurais pu prendre le code général des impôts, j'aurais pu prendre différents codes. Bon, puisque moi je suis poursuivi au pénal et puis que la personne en question qui est empêchée de se présenter aux élections est poursuivie, enfin c'était d'ordre pénal si je dis pas de bêtises, donc je dis bon, je vais prendre le code pénal. Donc je vous invite à faire la même chose. J'ai tapé code pénal PDF sur internet et s'affiche donc le document PDF qui est ici, et donc je vais m'en servir pour faire une analyse au gré des articles, des pages, et j'insiste bien pour préciser que je ne suis pas juriste, je n'ai jamais fait d'école de droit, je n'ai jamais été sensibilisé au droit, je n'y connais absolument rien. À aucun moment la République n'a investi pour que quelqu'un qui va jusqu'au bac, parce qu'après le bac vous pouvez faire du droit, donc il y a une spécialisation que vous choisissez qui vous permet d'être informé du droit, mais bon, jusqu'au bac, je dirais la filière générale, pour quelqu'un qui va jusqu'au baccalauréat, il n'y a aucune notion, aucune sensibilisation au droit, aucune. Donc c'est mon cas. Moi, je me suis orienté vers une filière plutôt médicale, scientifique, donc le droit, je n'y entends vraiment rien. Et il n'empêche que même si la République n'a rien investi pour que des personnes comme moi, qui n'ont pas fait de droit, puissent avoir quand même quelques notions, parce que le droit s'applique à tous, y compris ceux qui n'ont pas fait de droit, j'insiste un peu sur ce point, parce que le droit s'applique à tous, y compris à ceux qui n'y entendent rien. Il y a déjà quelque chose qui interpelle. Comment peut-on appliquer des règles du jeu à quelqu'un à qui on n'a pas appris les règles du jeu? Comment jouer au Monopoly sans avoir lu la notice? Comment pouvez-vous nous forcer aujourd'hui dans la société à jouer au Monopoly en nous interdisant? Et c'est l'objet de la vidéo que je fais. Vous allez voir que beaucoup d'efforts sont faits pour que vous n'ayez pas accès à l'information, ou qu'elle soit interprétable de différentes manières, ou que vous soyez amené à lire un article, puis un autre, puis un autre, puis un autre, qui se croisent, s'entrecroisent, s'invalident, s'opposent. Et encore une fois ici, pour générer de rien comprendre, pour faire de vous quelqu'un vulnérable, et quand on vous traîne par les cheveux au tribunal, vous puissiez être pour que vous puissiez être le plus fragilisé possible, à part si vous avez la chance d'être nanti de beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent sur votre compte bancaire, et que vous pouvez vous offrir une armée d'avocats qui, eux, ont étudié le droit et pourront vous défendre. Donc déjà, il y a une discrimination à la base entre ceux qui ont
parmi ceux qui n'ont pas fait de droit, hein, ceux qui ont les pouvoirs de se faire défendre et ceux qui n'ont pas le pouvoir de se faire défendre. Hein. Et là, il y a une discrimination sur l'argent qui interpelle. Bon. Donc, c'était une introduction pour vous donner le sujet du TikTok et la nature, la façon dont je vais aborder le sujet. Alors voilà, donc bon, vous ne le voyez pas, vous avez le privilège de me voir moi, vous y gagnez au change, parce que le code pénal c'est du papier, des caractères, c'est écrit petit, il n'y a même pas d'image, il n'y a rien de rigolo, hein, donc moi je vais essayer d'être un petit peu rigolo, je vais essayer de vous faire rire si je peux. En tout cas, vous y gagnez au change de me voir moi plutôt que ce document, donc ce gros pavé rouge, je l'ai dit, écrit petit, sans illustration, donc déjà c'est pas quelque chose qu'on a envie de consulter. Hein, alors que, je dirais, quand on veut vous faire consommer quelque chose, on sait embellir, on sait argumenter, on sait séduire. Mais là, c'est pas séduisant du tout. Il n'y a rien qui vous amène à avoir envie à un moment donné d'ouvrir le code pénal, ou même de l'acheter, de le consulter, de l'ouvrir et même de le lire. Déjà, il faut des lunettes. Moi qui l'ai vu base de près, si j'ai pas de lunettes, déjà je n'ai même pas accès au texte. Hein, donc ça veut dire que rien n'est fait pour que déjà au départ vous ayez envie de connaître les différentes sanctions que autrui a prévues pour vous, pour les différents faits que vous pourriez commettre en sachant que vous enfreignez la loi ou en ne sachant pas. Et vous l'avez compris, c'est ce que je tente de dire là maintenant en filigrane, c'est que la plupart du temps, et ça me semble très organisé et voulu, tout est fait pour que les infractions que vous pouvez commettre dans votre vie quotidienne, vous les faites précisément parce que beaucoup d'efforts sont faits pour que vous ne connaissiez pas le droit, pour qu'il soit inaccessible. Et c'est aussi l'objet de ma vidéo. Alors, le code pénal. Alors déjà, il y a code. Le code pénal, il y a code et il y a pénal. Donc code déjà, un code, il n'y a pas d'humanité dans le code. Un codage, c'est quelque chose qui est un langage qui n'est pas humain. Le morse, le code, enfin, tout ce qui ramène à code, codification, on est dans quelque chose de... On est en train de vous parler dans un langage qui n'est pas humain. Bon, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais je pense qu'au fur et à mesure du déroulé de ma vidéo, j'aurai des nouvelles idées pour approfondir cette idée de code. Code, voilà, ce qui me vient à l'esprit, voilà, il y a le code pénal, et nous sommes des êtres humains, et nous sommes déterminés d'abord par notre code génétique, notre génome, c'est-à-dire des 4 acides aminés qui, en se combinant et avec comment dirais-je, un collier de perles fait, chaque perle étant un acide aminé, ce collier de perles quasiment infini, puisqu'on parle de milliards d'acides aminés mis les bout à bout, avec une infinité de positionnement de ces acides aminés les uns à côté des autres, on va organiser un langage qui va permettre la synthèse des protéines et qui va, dans une complexité infinie, faire votre biologie d'être humain, d'être vivant. Donc déjà, il y a quelque chose sur le code qui m'interpelle, c'est que le code pénal, lui, il y a peut-être, alors là, regardez, 1284 articles, 3025 liens, 531 références externes. Donc on est à peu près à 5000 textes pour nous encaserner dans quelque chose qui est pas de l'ordre de l'humanité, mais qui est de l'ordre du codage. Tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça. C'est pas humain, parce qu'à côté de ça, le code génétique, lui, il est décliné en des milliards et des milliards et des milliards de combinaisons, et chacune de ces combinaisons potentiellement donne un être humain. Donc déjà, on voit que il y a une tentative dans le code pénal avec la lourdeur du document, l'épaisseur, le nombre de pages, le nombre de lignes, ça dit déjà l'énormité. Ça vous vend quelque chose qui est tellement
où il y a tellement d'articles, ça vous vend c'est prétentieux dans le sens où on essaye de vous faire admettre que le code pénal est exhaustif et permet de, de, de trouver des solutions pénales à chaque comportement humain, alors qu'à côté, le code génétique, lui, est infini. Enfin, c'est des milliards et des milliards, donc on est proche de l'infini, c'est tellement énorme qu'on peut considérer que c'est l'infini. Alors que le code pénal, lui, il est limité, même s'il y a 1000 pages, c'est ridiculement limité. Ceux qui ont fait le code pénal, si l'ambition du code pénal, c'était de cerner l'humanité pour prévenir de certains dommages, eh bien vous êtes loin du compte, parce que l'humanité est d'une infinie complexité. Et l'environnement dans lequel cet être humain infiniment complexe va évoluer est lui-même dans une infinie complexité, et les événements et les contextes aussi changent avec une infinité de déclinaisons, donc on voit qu'on est dans de l'infini qui se décline à l'infini, qui se décline à l'infini. Donc on est sur quelque chose de proprement immatériel, indomptable, non mesurable, et cette humanité n'est pas gérable ou compréhensible dans un bouquin de 1000 pages. On ne peut pas enfermer la complexité de l'être humain dans son environnement dans 1000 pages. J'ai encore rien lu, j'ai lu 3 lignes pour l'instant du code, mais c'est important déjà de ressentir ça, qu'il y ait une disproportion entre l'aspect infini du vivant, de l'humain, avec 1000 pages ou 5000 articles. Bon, ça c'est la première chose. Alors, code pénal. Ah oui, pénal. C'est-à-dire qu'il y a un code, on va vous enfermer dans un code, on va vous mettre en relation à une codification qui dit l'inhumanité, qui dit déjà la comptabilité, qui dit les tableaux Excel, qui dit tu fais pas, ça va coûter tant. On est dans de la comptabilité, on veut ramener l'humanité, sa chaleur, ses émotions, son histoire, son potentiel insurrectionnel, la justification même de ce qu'il fait par rapport à son environnement, la réponse de la violence à la violence, enfin tout ça est d'une infinie complexité, et le code pénal a été fait par des gens qui ont l'esprit étroit, qui veulent enfermer à tout prix l'infini dans le fini. Et oui, parce que l'humain est infini, le monde est infini, tout ce qui peut devenir dans le monde par les êtres humains et le vivant est infini, et vous nous rentrez dans 1000 pages. Vous manquez, ceux qui ont fait ça, vous manquez d'ambition, et ceux qui voulaient nous enfermer dans ce code, vous n'y arriverez pas. Et en face de code, il y a pénal. C'est-à-dire que, en gros, comme disait ma maman, tout marche ou crève. C'est-à-dire que tu respectes le code ou tu dégages. Il n'y a pas d'alternative. Parce qu'à chaque comportement qu'on va vous attribuer comme infractionnel, vous aurez une peine. Vous aurez un prix à payer. Vous verrez dans le code, il y a toujours la peine, l'enfermement, c'est-à-dire la prison, et l'aspect financier. Ça veut dire que si tu as fait ça, c'est infractionnel, c'est un délit, c'est un crime, on va vous demander de passer un certain temps en prison ou de payer quelque chose. Et ça rachète votre dette. Ça veut dire que ceux qui ont rédigé ce document considèrent que quand quelqu'un fait une infraction, même la pire des infractions, un crime d'enfant, eh bien, s'il a fait tant d'enfermement, ou qu'il a payé tant d'amendes en argent, en euros, ça rachète la dette du crime. C'est-à-dire qu'un crime d'enfant, par exemple, ça a une valeur comptable, ça rentre dans un tableau Excel. Pour le code pénal, pour l'ordre marchand, pour l'État, pour la République. Ce code ne contient que du droit positif français. Bon, là, je ne fais pas de commentaires, je ne sais pas ce que c'est que le droit positif par rapport au droit négatif. Là, c'est pareil, droit positif, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est normal qu'on me soumette à un règlement qui potentiellement va me traîner en prison ou me faire payer une amende alors qu'on ne sait pas ce que c'est?
Les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. Il est recalculé au fur et à mesure des mises à jour. Le code pénal est recalculé. Vous voyez, je n'invente rien. Ça dépasse l'imaginaire. On le recalcule. On est dans le tableau Excel. Hein. Pensez à actualiser votre copie régulièrement. Bon. Ces codes ont pour objectif de démontrer l'utilité de l'ouverture des données publiques juridiques, tant législatives que jurisprudentielles. Il s'y ajoute une promotion du mouvement Open Science juridique avec une incitation au dépôt des textes. Bon, okay. Traitement effectué à partir des données des API. Ok, alors. Retrouver, lancer la recherche. Vous pouvez contribuer en proposant. Bon, là, je passe le sommaire. Alors, ce que je fais là, vous pouvez le faire, hein, honnêtement. Moi, je découvre comme vous. Hein, voilà, je dis quand même. On me traîne par les cheveux au tribunal, au pénal. Donc, quel est le texte? Quels sont les textes qui tentent de m'encaserner? Quels sont ces codes qui ont la prétention, moi, un être humain, qui n'a à répondre que de ma moralité, de mon bon sens, de la bienveillance envers les autres. Qu'est-ce que ce texte a prévu? Alors, chapitre 1er des principes généraux, 111.1. Oui, juste une chose qui me vient à l'esprit avant même de commencer. Ce document est très long, hein, il fait, je sais pas, plusieurs centaines de pages. Donc, nous vivons dans un monde capitaliste qui est au sommet de l'évolution. Et nous avons des milliers de pages où vont être énumérées des sanctions par rapport à des faits supposément commis. Hein, donc j'y reviendrai. Hein, déjà le fait est supposé parce que les gens qui vont juger ne sont pas sur place. Les témoins sont des gens qui vont s'exprimer en fonction de leurs intérêts. Genre, par exemple, à la Libération 1945, vous preniez une femme pour la tondre et vous disiez vous avez bien vu qu'elle avait couché avec les Allemands, hein, le gars avec la mitraillette, avec ses copains, hein, elle a bien couché avec les Allemands, cette fille-là. Hein, et le témoin, il va dire quoi? Il va dire oui ou va dire non? Qu'il était témoin de l'histoire d'amour de cette femme avec un soldat allemand ou pas, à mon avis, il va dire oui. Hein, non? Pensez pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je dis ses intérêts, ce n'est pas forcément ses intérêts financiers, c'est ses intérêts au sens large. C'est-à-dire que vous allez vous déterminer et faire un témoignage en fonction de ce qui est bon pour vous. Et rien que ça invalide tout. Donc l'effet supposé, c'est déjà évaporeux, et ça va servir de base à vous condamner, et même lourdement. Il n'y a pas encore si longtemps, on exécutait les gens en France, hein, et le droit s'applique dans le monde entier. Donc il y a encore des gens qui payent de leur vie sur des faits supposés, avec des témoins supposés, alors que toutes les forces en présence ne font que de favoriser l'émergence du faux. Nous sommes tous en grand danger avec la loi. Hein. Oui, ce que je voulais dire, j'ai fait une digression encore. 1000 pages, 5000 textes, enfin 5000 rubriques qui à chaque fois vont traiter d'un point particulier infractionnel. Mais s'il y a autant de pages, s'il y a 5000, 10 000 infractions en face desquelles vous avez mis une sanction, mais ça veut dire que le monde dans lequel on vit, le monde marchand, le monde capitaliste, le monde républicain, est criminogène. On vit bien dans ce monde-là. République, marchand, le capitalisme, hein, c'est le capital qui a le pouvoir. Donc ce monde-là, dans ce monde-là, il y a un code pénal dans ce monde-là. Et le code pénal prévoit de payer réparation à la société pour des milliers et des milliers de crimes, délits, infractions. Donc il y a bien des milliers de crimes, délits et infractions dans le monde dans lequel nous vivons.
Donc ces infractions, elles sont commises en apparence par les auteurs de ces crimes et infractions, mais en réalité, si dans ce monde-là, il y a autant de crimes et d'infractions, c'est que le monde dans lequel nous vivons génère de l'infraction et génère du crime. Chez les aborigènes, il y a 1000 ans, il n'y avait pas de code pénal, il n'y avait pas de code civil, il n'y avait pas tous ces codes, parce que les crimes et les délits n'existaient pas, parce qu'on vivait dans un monde qui ne générait pas toute cette infraction, toutes ces infractions et ces crimes. Donc là, il y a une démonstration que s'il y a une liste si longue de condamnations et de crimes, pour chacune de ces condamnations, ça nous sert de thermomètre sur l'aspect criminogène du monde dans lequel on vit, indépendamment de la volonté des hommes. Donc le fait même d'avoir un code qui fait 1000 pages, écrit petit avec des milliers d'articles, montre que nous vivons dans un monde où potentiellement il peut y avoir 1000 crimes, 1000 délits, 1000 infractions. Donc ça dit déjà la pourriture du monde dans lequel on vit. J'ai même pas besoin de feuilleter les pages. L'épaisseur du bouquin nous dit déjà qu'il y a un problème. Et que ce code ne résout pas le problème, contrairement à ce qu'on nous explique. Parce qu'il y a des sanctions, parfois extrêmes, en face de chaque crime et délit. Et il y a encore des crimes et des délits. C'est-à-dire, malgré la promesse de la condamnation et de l'exécution d'une peine qui peut être très lourde, les crimes et délits se perpétuent, se renouvellent, malgré le droit qui vous rappelle en permanence que vous allez être lourdement châtié si vous commettez ce qui est infractionnel. Ça veut dire que celui qui fait quelque chose d'infractionnel le fait malgré le droit. Il considère que d'un côté, je m'expose à des sanctions et de l'autre côté, je vais faire une infraction. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice-risque de chaque côté. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais? Je m'expose, je prends un risque ou je tente ma chance et je vais obtenir, soit en volant quelque chose, soit en tuant quelqu'un, soit en faisant un faux. Enfin bon, chaque infraction, elle est motivée par un saut qualitatif en termes de capital. C'est-à-dire que vous braquez une banque pour vous enrichir, pour repartir avec les poches pleines de billets. Vous voyez. Donc tout ce qui est infractionnel, c'est toujours pour faire un petit saut qualitatif, pour faire un petit billet. Donc il y a d'un côté la promesse de monter une marche en termes d'enrichissement ou de position sociale, et de l'autre côté le risque. On voit bien que l'existence même du droit montre que malgré le droit, les infractions se renouvellent et se perpétuent. Donc le fait que ces infractions se renouvellent et se perpétuent malgré le droit montre que le droit ne sert à rien. Et montre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature profonde criminogène du monde dans lequel nous vivons. Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions. La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables. Ça veut dire que la loi, c'est un tableau Excel. D'un côté, la colonne de gauche, on va énumérer la liste des crimes et délits et infractions. Enfin, crimes et délits, puisque c'est le pénal, je crois. Ouais. Et de l'autre côté, combien ça coûte en fait. En fait, le pénal, c'est combien ça coûte. On n'est pas du tout dans une démarche de prévention, de pédagogie, ou même comment dirais-je, d'annulation du préjudice de la victime. La victime, elle est victime et c'est irréversible. Ça aussi, ça dit quelque chose sur il y a un côté... Il y a un côté, comment dirais-je, très difficile à accepter par rapport au droit, c'est que le droit, dans le meilleur des cas, vous fait payer une note, vous tend l'addition. La justice, c'est comme un restaurateur. À la fin, il vous tend l'addition. Il dit, t'as fait ça, ça coûte tant. Tableau Excel avec 2 colonnes. C'est pas compliqué, 2 colonnes. D'un côté, il y a ce que vous avez fait, enfin ce que vous êtes supposé avoir fait, de l'autre côté, combien ça coûte. Mais la victime, elle n'est pas dans le tableau Excel, la victime.
Elle ne sert que de prétexte à faire du droit. On l'utilise idéologiquement pour dire on va faire du droit au nom des victimes pour qu'elles obtiennent réparation, mais moi aussi je suis victime, j'ai été victime dans ma vie, moi je veux pas de réparation, moi ce que je veux c'est que ce qui m'est arrivé n'advienne pas, mais une fois que c'est advenu que je suis victime, c'est trop tard. On voit bien l'idéologie, cette idéologie, et là où on vous manipule, on le voit dans toutes les films policiers, etc. On vous explique, on a trouvé le coupable, on va l'emprisonner, il va payer sa dette, ou même les victimes vont pouvoir faire leur deuil. Moi, Dieu merci, j'ai pas perdu d'enfant, Dieu m'en préserve. Mais si demain on me prend ce que j'ai de plus cher, j'aurai beaucoup de colère, beaucoup de souffrance, beaucoup de... peut-être même que je voudrais tuer l'assassin de mes enfants ou des gens qui me sont proches et que j'aime. C'est probable, c'est humain. Mais dès lors que cette phase aiguë émotionnelle est passée, à la limite, je vais être radical. Je m'en fous que vous trouviez l'assassin. Je m'en fous, je m'en contrefous. Parce que j'ai payé des impôts pour que la police me protège. Et si l'assassin a pu tuer mon enfant, c'est que vous n'avez pas protégé mon enfant. Et qu'il est trop tard, c'est irréversible. C'est-à-dire que j'ai payé des impôts avec la promesse de la sécurité. Mais si le crime est advenu, c'est que vous êtes en escroquerie. Vous m'avez vendu la garantie que mon enfant ne serait pas assassiné, et pourtant, le monde dans lequel nous sommes, et je vous ai confié avec mes impôts la protection de mon enfant, et malgré ça, vous n'avez pas empêché son crime. Et toute la cinématographie qu'on voit sur Netflix, à la télé ou au cinéma, c'est ces braves policiers qui n'ont que leur courage et qui vont inlassablement chercher le coupable. Et ils le trouvent, le coupable, ils le trouvent. Vous voyez, les familles vont pouvoir faire le deuil et ils ont accompli leur mission. Non. Non. Que vous ayez le coupable ou pas, ça ne m'empêchera pas ou ne me permettra pas de faire le deuil. Et ça ne ramènera pas mon enfant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Quand vous payez des impôts qui vous est rien arrivé, vous payez des impôts en disant je paye des impôts pour la sécurité, je paye la police pour ma sécurité, pour que le pire n'arrive pas. Mais quand vous êtes un papa, une maman et que vous avez perdu votre enfant, d'ailleurs, il y a une dame dans les commentaires sur les précédentes vidéos qui m'a fait part de sa tristesse d'avoir perdu son enfant renversé par une voiture. C'est pareil. La police nous met des contraventions parce qu'on a 5 km/h d'excès de vitesse sur la route. Mais la police, c'est l'État, et qui met les voitures sur la route. Qui autorise la mise sur le marché des voitures, qui systématiquement en France, aujourd'hui, tue 5000 personnes. Hommes, femmes, enfants. Broyés dans des carcasses, broyés, découpés, éviscérés, décapités, coupés en deux. Hommes, femmes, enfants dans des voitures. 5000 par an en France. Rien qu'en France. Donc des millions et des millions, c'est énorme dans le monde, mais rien qu'en France. Donc l'État met sur le marché des voitures, et se gave avec la TVA, avec le PIB, parce que l'industrie automobile, c'est colossal. Mais en même temps, va faire culpabiliser l'automobiliste parce qu'il a 1 demi-gramme de trop d'alcool, ou qu'il y a un excès de vitesse de 5 km/h, et là, c'est des milliards qui sont encore volés aux prolétaires. On est tous prolétaires. Quand je dis prolétaires, on est tous prolétaires. Même les chefs d'entreprise, on est tous prolétaires. On travaille pour qu'il ne reste rien à la fin. On nous confisque notre vie pour qu'il ne reste rien. Donc, l'État qui met sur le marché cette machine de mort qui nous tue à hauteur de 5000 femmes, enfants par an, trouve encore le moyen de vous faire culpabiliser en vous disant « mais monsieur, arrêtez-vous, coupez votre moteur, papier, machin, vous étiez avec 5 km/h d'excès de vitesse, vous devez payer 135 €. » Mais si le but de l'État, c'était de préserver nos vies, il ne devrait pas y avoir de voiture. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec un de mes amis qui n'était pas d'accord avec moi.
On dit, mais Michel, enfin, on va pas empêcher les voitures d'exister parce qu'il y a des chauffards sur la route. Et je dis, mais la victime qui était sur la route, là, qui était dans le passage protégé, qui s'est fait renverser, elle n'était pas chauffard. Hein. C'est elle qui est morte. Et je dis, si c'était ton propre enfant, je te pose la question, ton propre gamin. Voilà le deal. Si tu avais la possibilité, avec une baguette magique, d'arrêter la commercialisation de toutes les voitures dans le monde et de sauver ton enfant, quand c'est ton enfant qui est en jeu, hein, parce que quand c'est des morts, 5000 morts par an, on s'en fout, c'est 5000, c'est un chiffre, c'est un tableau Excel, ça rentre dans un tableau Excel. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous réfléchissiez par rapport à votre sensibilité. Si c'est votre enfant, et je pose la question à cette maman qui a laissé le commentaire, si on vous proposait de récupérer maintenant votre enfant, mais le prix à payer, c'est l'abolition de toutes les voitures dans le monde entier, si c'était de votre pouvoir de prendre cette décision, quelle décision prendriez-vous ? Bien sûr que vous accepteriez de récupérer à tout prix votre enfant, même si ces saloperies de voitures devaient cesser d'exister. Parce que la vie est au-dessus de tout. Mais le problème, c'est que tant que ça ne vous arrive pas à vous, tant que ce n'est pas votre enfant, vous allez préserver les automobiles, toute l'idéologie automobile, tous les fantasmes automobiles. Bon, là j'ai fait une digression, mais c'était important. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai digressé, comme d'habitude. Donc la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines. Voilà, donc oui, je crois que je parlais du tableau. D'un côté, on a une liste de crimes et délits, de l'autre côté, on a combien ça coûte. Hein. Donc en fait, la loi, c'est combien ça coûte. Hein. Oui, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est combien ça coûte. Hein. La loi est un rapport à l'argent. Hein. Il n'est pas un rapport à l'humanité. Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Les éléments de quoi ? Les éléments de quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. En gros, nul ne peut être puni pour un crime qui n'est pas défini par la loi. Ça veut dire que si vous commettez un crime qui n'est pas défini par la loi, vous ne pouvez pas être puni. Bon, je ne suis pas juriste, parce que peut-être que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais en gros, ça veut dire que si vous commettez le pire des crimes, mais qui n'est pas puni par la loi, vous êtes libre comme l'air. C'est ça que ça veut dire. Hein. Rien que ça, je suis à la page 1, rien que ça fait vomir. Nul ne peut être commis pour un crime qui n'est pas défini par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. On veut vous mettre dans un tableau Excel. Hein. Et si vous rentrez dans ce tableau Excel, vous n'en sortirez jamais. Et d'ailleurs, je crois qu'on y est déjà tous. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Donc en gros, c'est la même chose. Hein. On ne peut pas être puni si la loi ne le prévoit pas. C'est terrible. Hein. C'est que si la loi ne le prévoit pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne craignez rien si ce n'est pas prévu par la loi. Il n'y a pas cette dimension, tu viens de faire quelque chose, à l'évidence, ça porte un préjudice grave, quelqu'un est mort, quelqu'un est blessé, non, mais la loi ne le prévoit pas, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et inversement, ça veut dire que si vous n'avez rien fait, mais qu'il faut à tout prix que vous ayez fait quelque chose officiellement pour justifier ce que les forces de l'ordre pourraient faire, là, il va falloir trouver quelque chose qui est infractionnel. Comme quelqu'un qui assiste une passagère parce qu'on veut lui facturer un bagage indûment, il dit c'est dégueulasse, et il fait 40 heures de garde à vue, et lui il croit que, comme le dit l'OPJ, que c'est pour 40 heures pour trouver tous les éléments du dossier, etc. En fait non, maintenant avec le recul je sais que c'est 40 heures, il vous a fallu 40 heures pour trouver quelque chose à me reprocher. Et au bout de ces 40 heures, vous avez quoi ? 4 insultes supposées, et j'aurais comparé la police nationale actuelle à la police de Vichy. Mais comparer quoi ? J'ai dit que vous aviez les mêmes chaussures, c'est comparé ? Ou j'ai dit que vous aviez des chaussures différentes, c'est comparé ? Je vous rappelle que dire ce qui est commun et dire ce qui est différent, c'est un élément de comparaison dans les deux cas. 3 policiers sur 4 qui disent que j'ai comparé la police nationale actuelle à la police de Vichy. Ils sont même passés sur les 3 cerveaux de jeunes policiers.
additionné, il n'y en a pas un qui a été capable de se souvenir des mots que j'avais utilisés. J'ai parlé de quoi quand j'ai comparé? J'ai dit ce qui était en commun ou j'ai dit ce qui était différent? J'ai parlé de vos chaussures, j'ai parlé de quoi? De votre képi, de votre uniforme qui était différent ou pareil. J'ai dit quoi? Pourquoi vous n'êtes pas capable même de dire les mots exacts? Pourquoi vous n'êtes même pas capable à trois cerveaux additionnés de trois jeunes hommes de 30 ans, vous n'êtes pas capable de vous souvenir à trois des mots exacts que j'ai formulés, que j'ai verbalisés? Donc il a fallu trouver quelque chose d'assez général pour pas que je puisse démontrer que les mots que vous me prêtez sont faux. Parce que si vous avez dit oui, il a dit ça, moi j'aurais pu j'ai dit ça, j'aurais pu argumenter, me défendre. Mais là il a comparé. Comparer, ça veut rien dire, comparer. Ça veut dire que vous me poursuivez pour avoir comparé sans même dire ce que j'ai dit exactement. Ce qui fait que j'ai comparé la police actuelle à la police de Vichy, donc je suis poursuivi au pénal, alors que comparer la police actuelle à la police de Vichy, mais je veux dire, si vous ne verbalisez pas, si vous ne dites pas exactement les mots que j'ai prononcés et de quoi j'ai parlé, enfin c'est du vent. Et il vous a fallu 40 heures de garde à vue pour trouver ça contre moi. Et ça choque personne. Ça choque personne. Oui, il y a eu un élan d'émotion, il y a eu des milliers de gens qui me suivent, mais je suis quand même un peu frustré. Je mesure la gravité de ce que c'est au-delà de mon expérience personnelle et je suis étonné du peu de réactions. Bon, j'ai eu beaucoup de commentaires de sympathie, des emojis, des petits cœurs, des machins, et hop, on est passé à autre chose. Vous savez que cette histoire est excessivement grave. Hein. Excessivement grave. Hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a rien fait et que vous l'incarcérez sans raison, et que vous êtes obligé, pendant 40 heures, de trouver une justification à ce que vous avez fait alors qu'il n'y en a pas, c'est plutôt que de dire, bon écoutez, vous nous avez pris à dépourvu, on n'a jamais eu ce cas-là, en plus nous on est la PAF, on n'est pas un commissariat de quartier habitué à la délinquance, vous êtes le premier qui plutôt que de dire... de rien dire, de ne pas voir, de passer votre chemin, de prendre votre avion. Vous êtes le premier pour une histoire de bagages pour 70 € à avoir mis dans la balance votre vie dans la balance. Parce que moi, dès lors que j'étais emporté par la police, Dieu sait ce qu'ils allaient faire de moi. Je n'étais plus rien. J'étais transporté Dieu sait où, ici, là. Je n'étais plus rien. Je ne parlais plus, je ne réagissais plus. Voilà, il faisait de moi ce qu'il voulait. Enfin bon. Seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ça veut sûrement vouloir dire quelque chose. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de choses jugées lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Mais comment voulez-vous que le commun des mortels comprenne quoi que ce soit? Je veux dire, si le but de la loi, c'est de prévenir les crimes et les délits, il faut que le plus grand nombre puisse comprendre la loi. Là, c'est incompréhensible, on dirait du jargon médical. Je veux dire, là, on est dans une démarche de pouvoir. On utilise des mots compliqués dans un jargon professionnel pour que ceux à qui on va appliquer nos traitements et les dispositions ne comprennent rien. Moi, je suis bac+, je veux dire, je ne suis pas le dernier des abrutis, je ne comprends rien à ce qui est marqué là. Donc si le but c'est de prévenir par la loi, ça suppose que celui qui potentiellement peut commettre un crime et un délit a compris le sens de la loi, il a compris le caractère infractionnel de tel ou tel événement, mais là c'est tout le contraire, on ne comprend rien. Ou alors il faut avoir un avocat en permanence avec soi. Et encore, la femme politique dont je parlais tout à l'heure qui est empêchée de se présenter, elle est avocate. Et elle-même, elle dit que
Elle dit que du haut de sa connaissance du droit, la décision n'est pas fondée en droit. Donc même les avocats, même si je me promenais tous les jours avec une armée d'avocats, ça ne changerait rien. C'est-à-dire que les dispositions qui sont prises, même si vous êtes avec une armée d'avocats, ne changent rien. Vous êtes toujours aussi vulnérable, parce que même si vous avez 1000 avocats, les meilleurs du monde qui disent ça, en face, vous pouvez avoir un juge qui dit le contraire. Vous ne pouvez pas enfermer l'humanité. L'humain, le vivant, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais enfermer. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, la loi existe depuis des milliers d'années. Vous êtes toujours là avec la même prétention de vouloir enfermer, de prévenir les crimes et les délits. Mais vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas prévenir les crimes et délits avec des textes alors que c'est votre mode de production qui produit et les crimes et les délits et les textes pour les combattre. Mais c'est de la schizophrénie. Le monde que vous nous imposez est criminogène et en même temps vous produisez des textes contre ces crimes. Mais si vous voulez que ces crimes ne se produisent pas, abolissez le monde marchand dans lequel nous vivons et qui est criminogène. Parce que les crimes et les délits sont faits pour avoir un incrément de capital. Toujours, un voleur veut prendre quelques billets. Le voleur vole, travestit la vérité, soit pour faire un incrément de valeur, soit pour éviter de subir un préjudice. On est toujours dans une vision comptable d'accaparement d'une richesse ou de préservation de son capital. Les lois relatives à la nature et au cas d'ouverture des voies de recours, ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à ce pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés. Mais c'est du chinois, c'est du chinois. Comment pouvez-vous poursuivre des gens avec un baratin pareil incompréhensible ? Et tout ça n'est possible que parce que c'est une démocratie, hein, parce que vous votez. Hein. Tout ça n'est possible, n'est applicable. La pierre angulaire, la clé de voûte qui tient tout ce système, c'est votre vote. Hein. Tout ça est fait au nom du peuple français dans une démocratie dont le fondement est le suffrage universel, votre vote. La seule chose qui fait tenir debout tout ça, c'est votre vote. Donc quand vous votez, ne croyez pas que vous votez pour Tartampion plutôt que l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est pas pour vous votez pas André contre Michel ou Jean-Marie contre Bruno. Hein. Tout ça, c'est un leurre, c'est une illusion, c'est une chimère, c'est une manipulation. Le système se fout de savoir qui va être locataire pendant 4 ans à l'Élysée. Ils sont contre-fous. Le système, ce qu'il veut, c'est qu'une majorité de gens qui votent. Et peu importe qui. Ça peut être Pinocchio, ils s'en moquent. Ceux qui profitent du système, ceux qui sont du bon côté du manche, se moquent de savoir qui est aux commandes. Ce qu'ils veulent, c'est que le système se renouvelle, indépendamment du capitaine qu'on met dans le navire. Vous votez en croyant que c'est important de choisir l'un par rapport à l'autre, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est pas pour qui vous votez. L'enjeu, c'est allez-vous voter ou pas. C'est ça l'enjeu. Allez-vous soutenir le système ou pas? C'est ça l'enjeu, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Parce que même si demain vous avez quelqu'un qui est autonome, un président autonome, et qui fait quelque chose qui va contre l'intérêt du capital, c'est-à-dire de l'ensemble de vos capitaux à vous, je l'ai déjà expliqué, chaque Français détient un capital. L'addition de tous ces capitaux, de ces 60 millions de micro-capitaux, fait le capital de la France. Ça fait 100% départ. Et cette addition d'intérêts et de toutes ces lâchetés
individuel que vous faites au quotidien pour préserver votre capital individuel à vous, l'addition de tout ce capital qui lui-même est soutenu par vos lâchetés individuelles d'êtres humains fait que vous avez au sommet de l'État un capital qui s'est autonomisé, qui n'est le fruit que de l'addition de toutes les lâchetés. Donc comment voulez-vous que ça produise quelque chose qui va dans le sens des intérêts de l'humanité? Ça n'est pas possible. Le fruit de la lâcheté, ça crée de la lâcheté. Le fruit du capital, les capitaux, les mini-capitaux additionnés, ça fait un méga capital. Et le capital, c'est quelque chose qui existe aux dépens de l'humanité. Parce que c'est votre travail, c'est l'argent qu'on ne vous paye pas quand vous travaillez. Cette valeur que vous créez, qui vous est confisquée, qui fait le capital. De celui qui détient la terre à un moment donné, le fonds de commerce à un moment donné, les outils de production à un moment donné, et à la fin, quand le capital s'est purifié, il n'est plus que des tableaux Excel avec des 0 et des 1, c'est celui qui détient le capital, mais mathématiquement, numériquement. Voilà. Mais ce capital numérique est en fin de vie parce que il s'appuie, il dévore, il se nourrit de ses antériorités. Le capital mathématique, bancaire purifié, au plus haut niveau de sa purification, a liquidé ses antériorités. Il s'appuie et consomme le capital industriel. Le capital industriel a consommé et s'est appuyé pendant un certain temps sur le capital commercial. Et le capital commercial s'est appuyé sur le capital foncier, des propriétaires de la terre. Propriétaires de la terre, propriétaires des fonds de commerce, propriétaires de l'outil industriel, propriétaires de la banque. Mais quand le capital le plus avancé, le capital bancaire, aura consommé et digéré tout ce sur quoi il s'est appuyé pour vivre, quand il aura consommé tout le carburant qu'il y a dans son réservoir, quand il aura consommé tout le capital industriel, qui lui met à consommer le capital commercial, qui lui met à consommer le capital foncier, quand toutes ces poupées russes se seront les unes les autres consommées les unes les autres, et qu'au bout du bout, il n'y aura plus que de la fictivité purifiée avec des 0 et des 1 et du chiffre, ce capital financier pur, purifié à l'infini, va s'effondrer puisqu'il n'aura plus de carburant à consommer. Il va s'effondrer. La nature nourrissait tout le monde. Et un homme a commencé à s'accaparer la terre, 2 terres, 3 terres, vécu de la rente foncière, la rente commerciale, la rente industrielle, la rente bancaire. Mais au bout du bout, il aura consommé toute son antériorité et il va s'effondrer d'indigestion, d'avoir tout consommé. Et en fait, on voit que la terre qui nourrissait, reproduisait à l'infini du renouvellement de vie et d'humanité, alors que la capitalisation, la propriété privée a dévoré toute la naturalité pour, au bout du bout, devenir qu'un produit financier qui s'effondrera de lui-même quand il aura consommé toute la nature, en fait. Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on nous explique que la République est un territoire. Le territoire de la République. Oui, là, c'est important parce que ça m'amène à vous parler de quelque chose de central. Bon, il faut avoir lu ma vidéo, vu ma vidéo de Joyeux Noël 2024 pour le comprendre, quand j'ai parlé de la bascule du néolithique où nous étions chasseurs-cueilleurs, la nature donnait tout, et que ça a basculé lorsque nous avons décidé de nous poser là, de planter une graine et de commencer à cultiver une graine, 10 graines, 1 million de graines, et que planter une graine là demande un travail aliénatoire, et dès lors que je travaille ce carré de terre, il devient à moi, mon voisin fait la même chose, et en 5000 ans, toute la terre s'est privatisée.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on vous explique que nous vivons en démocratie, il faut quand même remettre les choses à l'endroit. Encore dernièrement, j'ai entendu des éminents intellectuels à la télévision qui vous disent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Non, 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 non. C'est pas le pouvoir du peuple. D'ailleurs, il faut vraiment expliquer démocratie, toujours en revenir à l'étymologie. Dans démocratie, il y a démos et il y a cratie. Donc cratie, effectivement, c'est le pouvoir, mais le pouvoir du démos. Démos, c'est quoi? Quand nous étions chasseurs-cueilleurs, nous étions dans le génos, dans le gène, dans le génitif, dans la généalogie, dans le générateur, dans tout ce qui génère la vie. On était dans la souche, la cellule souche, c'est-à-dire le potentiel, le déroulé, la promesse de la vie qui se déroule. Et cette vie se déroule naturellement, simplement avec ce que donne naturellement et généreusement la nature. Nous étions dans le génos, dans la souche infinie du renouvellement de la vie, je l'ai déjà dit 1000 fois, avec le soleil, l'eau, l'humus. Tout ça se renouvelle avec une souche, le génos. La généalogie, le génome, votre génome, c'est votre ADN qui encode ce que vous êtes et qui va permettre à vous, et qui a permis à vos ascendants, qui vous permet à vous et à vos enfants de reproduire selon un code, une partition que nous avons dans chacune de nos cellules et qui renouvelle la vie. C'est la souche au plus profond de nos chromosomes qui fait que nous nous renouvelons et que la vie se renouvelle éternellement. C'est le génos. Mais dès lors que vous plantez une graine ici, et le mot ici est fondamental, c'est que c'est ici. Du coup, vous plantez une graine ici, 10 graines, et vous avez un carré, un lopin de terre qu'il faut donc entretenir, travailler. Avant, vous ne travailliez pas. Là, maintenant, ça devient travail, tripalium, torture. Vous êtes d'une part enchaîné à cette terre, à ce lieu, à ce dôme ici, dôme ici, domestication, démocratie, démon. Avant, vous étiez libre. La nature vous donnait tout gratuitement et vous pouviez être relativement nomade, de passer d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, c'est fini. Vous êtes ancré sur une unité territoriale de la valeur d'échange. Le démos, c'est un lieu. C'est pas une personne ou un groupe de personnes. Parce qu'aujourd'hui, on vous ment en vous disant que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, sous-entendu des êtres humains, sous-entendu vous. La démocratie, c'est enfin un système politique qui va me donner une place dans laquelle ma voix et mon humanité va être entendue. Pas du tout. La démocratie, c'est le pouvoir du dème, c'est-à-dire de l'endroit où vous êtes, là où vous êtes, le dème, la domiciliation. Vous êtes domicilié ici, nulle part ailleurs. Et la racine donne donc domicile, domestication, démon, Satan, etc. Toutes ces démons, le démon, Satan, c'est la marchandise. Parce que c'est une racine très ancienne. Les premiers hommes qui voyaient la domiciliation se développer, c'est-à-dire l'ancrage des hommes sur un sol dont ils devenaient esclaves, puisqu'il fallait rester là, à sécuriser, à arroser, à enlever les mauvaises herbes, etc., à entretenir, etc. Vous deveniez l'esclave du sol sur lequel vous êtes, parce que cette terre était devenue votre moyen de subsistance. Bon, je ne vais pas être trop long parce que je digresse comme d'habitude, mais vous voyez bien que tout est arborescent. Hein. Tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République est réputé commis sur le territoire de la République. La loi pénale. Bon, écoutez, là, je vais commencer à sauter parce que je commence à avoir de la peine pour vous, si vous êtes encore là à m'écouter. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des grands bonds au hasard.
c'est indigeste, c'est indigeste, c'est indigeste. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérés à l'article temps, voire l'article temps. Alors c'est pareil, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'articles de loi qui vous amènent à d'autres articles. Et je suis prêt à parier que si vous allez voir l'autre article, il vous amène à un autre article. Et comme ça, de proche en proche, d'article en article. Et peut-être même que le dernier article vous ramène au premier. Ce qui fait que vous êtes une sorte de hamster qui tourne, donc ça vous donne l'impression que la loi est exhaustive, etc. Mais en fait, vous faites du surplace. Vous avez l'impression de bouger, d'aller d'article en article pour que dans un esprit de complétude de la maîtrise du droit. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des hamsters. Hein. Hamster qui tourne dans son carrousel hein, et qui a l'impression d'avancer alors qu'il fait du surplace. Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement que le condamné accomplira pour une durée de 20 à 400 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré. Mais vous qui faites du droit, qu'est-ce qui vous intéresse dans le droit? Il y a quoi d'érotique là-dedans? C'est quoi l'intérêt de faire du droit? Si vous êtes avocat, vous allez me dire, ouais, mais bon, moi je fais ça par humanité, par vocation, parce que défendre les gens, c'est super, mais vous défendez, quand vous défendez quelqu'un, vous enfoncez celui qui est en face, parce que dans le système du droit français, au tribunal, il y a bien les deux parties. Donc dire je suis avocat parce que je veux défendre n'importe quel inculpé, a le droit à une défense, vous drapez une sorte de noblesse, d'attitude. Mais moi j'ai assisté à l'audience il y a un mois ou deux, mais d'abord vous n'avez qu'une vision partielle, vous mentez, d'accord hein, quand on a une plaidoirie, elle est forcément partielle, et ce qui est partiel est toujours mensonger, d'accord parce qu'on ment parce qu'on ne dit pas, par toutes les omissions volontaires. Et même au-delà de ça, je veux dire, quand vous défendez votre client, vous enfoncez l'autre. Vous pouvez pas... Je ne vois pas comment on peut se draper de vertu en disant le métier d'avocat, c'est super parce qu'on défend quelqu'un, alors qu'en même temps que vous défendez quelqu'un, vous enfoncez l'autre. Au mieux, je dirais le bilan comptable des deux, j'en enfonce un et je défends l'un et proportionnellement j'enfonce l'autre. Je veux dire, le bilan comptable des deux, c'est la neutralité, vous n'avez rien fait. Sur le plan de la morale, globalement, quand on fait le bilan comptable de votre action, de défense de l'un et de l'enfoncement de l'autre. Je comprends pas cette façon de fonctionner. Alors vous allez me dire, Mimi, tu parles, tu peux nous faire tout le code pédale, ça peut durer des mois et des mois, mais bon, tu proposes quoi? Moi je propose rien, moi juste un petit gars qui pense, c'est tout. Hein. Et vous voyez, là, bon, j'avais pas prévu de répondre, mais là, en 2 secondes, là, vous voyez, là, je suis capable de vous faire une réponse. Je vais vous dire, voilà, moi ce que je propose, c'est la compréhension de pourquoi ce qui advient, et une fois que vous avez compris pourquoi ce qui est advenu, vous allez pardonner l'auteur des faits, parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'est l'instrument que de l'environnement dans lequel il est et qui le pousse à faire ce qu'il fait. Oui, mais bon, quand il y a des crimes... Mais oui, mais même quand il y a des crimes. Imaginez que vous perdiez tout, que vous êtes père de famille, que vous avez une femme, des enfants à protéger, à nourrir, enfin, à faire votre travail de mec dans la famille, et que vous avez tout perdu. Et là, vous avez une opportunité. Vous croisez un gars dans un bar, il dit tiens, il y a une opportunité de faire tout. Bon, au niveau légal, c'est un peu limite. Alors, je vous pose la question, vous, tous les bien-pensants, vous faites quoi? Le frigo est vide, vos gamins crient parce qu'ils ont faim, votre femme menace de vous larguer parce que vous ne jouez plus votre rôle de mec à sécuriser la famille. Vous faites quoi? Votre petit tiens, il y a un coup, c'est pas risqué, machin, je connais, j'ai un plan, machin. Vous le feriez ou vous le feriez pas? Moi, honnêtement, je n'en sais rien. Enfin non, je sais que je dois dire, parce que je suis une parole publique. Non, moi, mon pote, je l'envoie chier, je le dénonce, je vais au commissariat, je le dénonce, et je fais boucler et lui et toute sa fine équipe, et moi je rentre chez moi et je crie famine avec ma famille. C'est ce que je ferais, moi. Hein. Bah oui, c'est ce que je ferais, bien sûr. Hein. Je n'ai pas aggravé mon cas. Hein. Enfin bon, je vous laisse répondre à cette question en conscience.
D'ailleurs, si d'autres l'ont fait et ont pris la mauvaise décision, c'est que peut-être que l'un dans l'autre, oui. Donc encore une fois, ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui fait l'infraction, dans bon nombre de cas, il ne le fait pas parce que c'est quelqu'un de mauvais. Ce sont les circonstances qui font que vous faites ce que vous faites. Prenez cette personne la plus mauvaise que vous pouvez imaginer. Prenez le pire des criminels. Ramenez-le 1000 ans en arrière dans une tribu Cheyenne en Amérique du Nord. Est-ce que vous croyez qu'il ferait ce qu'il a fait ici? Donc c'est le monde dans lequel on vit qui génère toute la merde qu'on supporte et que ces textes condamnent. C'est le mode de production dans lequel nous vivons qui est criminogène, qui est mortifère. Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont l'amende, les peines privatives ou restrictives, de droit prévu, article temps, la peine de sanction réparation. Ces peines ne sont pas exhaustives, d'une ou de plusieurs peines complémentaires. Moi, ça ne me parle pas. Moi, je suis un être humain. Moi, je veux comprendre et pardonner. Moi, je veux comprendre et pardonner. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de génitif, que le génitif est proscrit à l'école. Ça a été ma première vidéo, parce qu'on ne veut pas que vous posiez la question du pourquoi. On ne veut pas que vous vous posiez la question du pourquoi, de remonter à la source conséquentielle de ce qui advient. Parce qu'au bout du bout, c'est quoi? C'est le mode de production qui est à pointer du doigt. Personne d'autre, ce ne sont pas les êtres humains. Nous, on se démerde comme on peut pour faire comme on peut. C'est le mode de production dans lequel nous sommes qui nous oblige à nous comporter comme des enfoirés. Et que c'est très très difficile de se comporter comme un mec bien. Regardez ce qui m'est arrivé à l'aéroport. Regardez ce qu'il en coûte de faire un geste de bonne volonté, de bienveillance, de défense. Regardez ce qu'il en coûte. Regardez jusqu'à où les forces de l'État vont pour travestir, retourner la vérité et pour faire de celui qui a fait une bonne action un mec qui est poursuivable et condamnable au tribunal. Et tout ça n'est possible que parce que vous votez. Bon, allez, je ne vais pas aller au bout, hein, j'ai pitié de vous, mais bon, je pense que vous avez compris le message. Peut-être juste une dernière chose, je vais aller beaucoup plus loin peut-être pour voir. Bon, il n'y a que des articles à perte de vue. C'est indigeste, ça ne me parle pas. Les délits d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction. Bon, je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Les délits d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction. Au regard de la récidive. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous agressez sexuellement une première fois ou vous êtes récidiviste, c'est la même infraction. C'est-à-dire que la récidive n'est pas un facteur aggravant. C'est ce que je comprends, je me trompe sûrement parce que ça me paraît tellement dingue, mais je me méfie parce que je sais que le droit se lit à l'envers, hein, donc je sais pas. Les délits de violence volontaire aux personnes ainsi que tout délit commis avec circonstances aggravantes de violence sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction. Bon, c'est encore redit là. Bon, allons plus loin. Allons plus loin. Je ne trouve rien. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article numéro tant de crimes contre l'humanité en cours. Outre l'amende,
suivant les modalités prévues, les peines mentionnées, la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant, ou sous réserve des droits propriétaires de bonne foi dont elles ont la libre disposition. Bon. Oui, là on vous parle d'amende. Enfin, j'ai expliqué tout à l'heure que ce code m'apparaissait comme une sorte de tableau à deux colonnes où d'un côté vous avez la liste des infractions et délits susceptibles d'être commis et en face combien ça coûte. Hein, combien ça coûte en temps d'emprisonnement et combien ça coûte en amende. Le principe du droit, enfin de ce qui légitime le droit et qui fait que le plus grand nombre d'entre nous l'acceptons, c'est qu'on considère que le droit s'applique de la même manière à tout le monde. Enfin oui, d'abord, c'est pas la loi s'applique de la même manière à tout le monde, évidemment, parce que le texte, lui, il est figé, ce sont des mots. Le texte, il est lu de la même manière, ce sont les mêmes mots. Mais quant à l'application, c'est pas la loi qui applique la loi. Ce sont des êtres humains, ce sont des professionnels, ce sont des magistrats qui appliquent la loi, qui l'interprètent. Et on le voit bien avec cette candidate dont la candidature est invalidée au présidentiel, qu'on voit bien que ce juge, qui est un juge, je dirais, expérimenté, avec une longue expérience à Paris, enfin bon, on est dans l'aristocratie de la magistrature, et elle prend une décision de justice, et on voit qu'il y a des personnes, d'autres personnes compétentes juridiquement, qui tentent d'invalider et qui nous expliquent que sa décision de justice n'est pas recevable au vu du droit. Donc on voit bien que même au plus haut niveau, une décision peut être controversée et qu'il y a des arguments pour la justifier, des arguments pour dire qu'elle n'est pas acceptable. Enfin bon, on voit que tout ça est très fragile en fait, hein, très fragile. Et là où je voulais en venir, là, c'est qu'on vous parle de peine d'emprisonnement et on vous parle également du prix que ça coûte. Mais la loi ne peut pas s'appliquer de la même manière en termes d'amende, ne serait-ce qu'en termes d'amende. Quand vous êtes condamné à une amende, il y a plein de tests qui vous disent vous êtes condamné à, je sais pas moi, j'ai pas d'amende là qui apparaissent là, sur les pages sur lesquelles je suis. Si, voilà, si. Voilà. Le fait de causer. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121.3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il y a même un cas où ça peut être porté à 75 000 € d'amende. Alors expliquez-moi. Si le fondement du droit, c'est qu'il s'applique à tout le monde de manière indifférenciée, de manière non discriminante, comment pouvez-vous condamner à 75 000 € quelqu'un avec une égalité de traitement suivant que cette personne a les 75 000 € et celui qui ne les a pas? Imaginons que vous condamniez quelqu'un qui n'a rien. Il n'a rien. Il vit dans une habitation à loyer modéré, il a trois meubles, un lit, une brosse à dents, un frigo, une table et 2 chaises, et il est au RSA. Et il a commis par imprudence une maladresse dont la conséquence était de tuer quelqu'un. Donc la loi dit 45 000 €, 75 000 € d'amende. Mais moi, si je fais ça, si j'ai cet argent, on me prend 75 000 € ou on me saisit mes biens. Mais celui qui n'a rien, on va faire quoi? Donc là, il y a une discrimination dans l'application du droit suivant que vous êtes riche ou misérable. Enfin, misérable. Nanti ou pas nanti. Suivant que vous ayez 75 000 € sur votre compte ou en capitaux, immobilier ou numéraire, ou que vous ne les avez pas. Si vous n'avez strictement rien, je veux dire, la même infraction, comment la loi peut-elle s'appliquer de la même manière entre quelqu'un qui a du nantissement et celui qui n'en a pas? Mais rien que ça devrait invalider toutes les condamnations à payer des amendes. Puisque suivant que vous ayez de quoi payer l'amende ou pas, la loi va s'appliquer ou pas, c'est insupportable.